Bonjour à tous, bienvenue. Les titres. Le président du Conseil économique, social et environnemental de France a été reçu hier en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Patrick Bernasconi annonce la signature d'une convention de coopération entre son institution et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. À la une également, les travaux des représentants des 18 pays membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ils sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent sur les stratégies pour renforcer la sécurité dans leurs aéroports respectifs. Enfin, des festivités en Chine, le pays célèbre les 40 ans des réformes économiques qui l'ont propulsé au deuxième rang des puissances mondiales. Merci de nous suivre. Le gouvernement ivoirien est à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. La capitale politique accueille aujourd'hui le Conseil des ministres, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette rencontre sera sûrement l'occasion de dresser le bilan de l'année 2018. Nous reviendrons donc sur cette information dans nos prochaines éditions. Autre activité du chef de l'État ivoirien, l'audience accordée hier à Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental de France. Leurs échanges se sont déroulés au palais de la présidence. Patrick Bernasconi a annoncé la signature d'une convention de coopération entre son institution et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Les détails avec Jérôme Kofi Aboula. Pour une coopération plus étroite entre le Conseil économique, social et environnemental de France et celui de la Côte d'Ivoire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi, le président de cette institution française, M. Patrick Bernasconi, avec à ses côtés son collègue ivoirien Charles Kofi Dibi, a souligné l'importance de cette coopération. Il a indiqué qu'une convention a été signée entre les deux parties, et cela dans le cadre du renforcement de cette coopération. Le Conseil économique, social et environnemental français est très important. Il fait partie de ces conseils qui sont aujourd'hui très dynamiques, qui par leur rayonnement amènent évidemment de par le monde une très belle représentation des corps intermédiaires, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à savoir les organisations, syndicats, associations d'un pays à travailler ensemble. Et ce rayonnement est important et la Côte d'Ivoire joue vraiment un rôle, en la personne aussi de son président, joue un rôle très très important. Donc nous sommes évidemment très attentifs et dans ce cadre on a signé une coopération, voilà, une convention de coopération qu'on s'aide mutuellement à ce rayonnement et à faire en sorte que ces outils-là puissent se développer aussi de par le monde. Pour Patrick Bernasconi, le Conseil économique, social et environnemental constitue un maillon essentiel dans le développement de tout pays. Autre actualité nationale, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix remporte 4 localités sur 8. C'est ce qui ressort des résultats des élections municipales et régionales partielles du 16 décembre dernier. Ils ont été officiellement proclamés hier par la Commission électorale indépendante. Les précisions de Michel Digré. Après la consolidation des procès-verbaux, la Commission électorale indépendante proclame les résultats après le scrutin de ce dimanche. Concernant les régionales, le candidat indépendant Serré Do Célestin remporte le siège du Guémon. Kanzakba Kobenan du RHDP triomphe dans le Lodjibois. S'agissant des municipales, le candidat indépendant Méry Sami est déclaré vainqueur à Lakota. À Bingéville, l'indépendant Youssouf Doumbia triomphe de ses adversaires. Les communes de Boko et de Rubuno sont respectivement raflées par Fofana Salif et Kwasi Marie-Virginie du RHDP, tout comme Grand Bassam où le candidat RHDP Jean-Louis Moulot a été élu. Le PDCI RDA lui remporte le siège de la commune de Port-Boué avec Émou Sylvestre.
Promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, la Direction générale de la décentralisation renforce la sensibilisation. Cette structure a organisé récemment une rencontre d'échange avec ses partenaires. Les travaux se sont déroulés dans la commune du Plateau. Le point avec Laurent Sachot et Abou Sanogo. C'est un outil de bonne gouvernance et de transparence. Le budget participatif est un processus par lequel les citoyens peuvent se faire entendre dans l'élaboration des budgets, la gestion des ressources et services publics de sa localité. En Côte d'Ivoire, 6 communes parties prenantes ont adopté le budget participatif. Le budget participatif devrait pouvoir faire partie aujourd'hui de leurs priorités parce que rien n'empêche un maire de présenter son projet de budget aux citoyens pour que les citoyens puissent donner leur avis sur ce projet de budget. Mais en même temps, c'est une invitation à toute la population de participer aux réunions du conseil municipal. Parce que c'est là que se prennent les décisions qui les concernent. À l'issue d'une formation d'une durée de 12 jours, 9 experts du budget participatif ont reçu leur diplôme professionnel. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités, dirigé par le Centre africain du management et du perfectionnement des cadres, CAMPESI. Dans l'actualité nationale également, l'adoption hier du projet de loi de finances 2019. Il a été adopté à la majorité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Plus de 7 334 milliards de francs CFA pour financer le développement du pays. Les explications de Lanciné Bakayoko. Ce projet de budget adopté en commission s'équilibre en ressources et en charges à 7 334 milliards de francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport à 2018. Les prévisions de recettes fiscales fixées à 3 669 milliards 88 millions 661 629 francs CFA reposent sur la poursuite des réformes en matière fiscale et douanière, la modernisation de l'administration financière, le renforcement du contrôle fiscal et les efforts continus de productivité des services de recouvrement. Les prévisions de mobilisation sur le marché monétaire et financier régional et international s'élèvent à 1 428 milliards 992 millions 695 130 francs CFA. Quant au concours extérieur attendu, il se chiffre à 1 319 milliards. En ce qui concerne les dépenses, les échéances prévues en 2019 au titre de la dette publique s'élèvent à 1 821 milliards de francs CFA. Plus de 1 720 milliards vont être absorbés par les charges de personnel. Ainsi, la masse salariale des fonctionnaires devrait enregistrer une augmentation de 85,5 milliards en comparaison à l'exercice budgétaire précédent. Cette augmentation est liée notamment à la prise en compte de l'impact financier des recrutements nouveaux, à peu près 17 226 agents dont le recrutement est prévu. Elle est également liée aux avancements et aux promotions, ainsi qu'à la deuxième tranche du stock des arrêts d'avancement des fonctionnaires. Du côté des dépenses d'investissement, elles se situent à 2 095 milliards, réparties presque de moitié entre les ressources intérieures et extérieures. L'atteinte des objectifs poursuivis à travers ce projet de budget requiert la mise en œuvre de mesures cohérentes pour encadrer sa bonne exécution, ainsi que des réformes nécessaires pour améliorer le recouvrement des ressources et l'efficacité des dépenses. Un accent sera mis sur le respect de la discipline budgétaire, le renforcement du contrôle a priori et le suivi de la capacité d'absorption des crédits liés à l'investissement. Précision, le taux de croissance projeté culmine à 7,8% contre un déficit budgétaire de l'ordre de 3%. Durant cet exercice budgétaire, les affectations se feront sur la base de budget programme. Comment lutter efficacement contre les incendies dans les aéroports? Les 18 pays membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar réfléchissent à cette question. Leurs échanges et partages d'expériences visent à renforcer la gestion technique de leurs aéroports respectifs. Les explications de Francis Boifo. Tous les aéroports recevant des avions de ligne doivent obligatoirement compter une équipe de pompiers capable d'intervenir à l'endroit le plus éloigné de la piste en moins de 3 minutes après le déclenchement de l'alerte. C'est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI.
Elle met l'accent sur le sauvetage et le renforcement du dispositif de lutte contre l'incendie des aéronefs, l'une des conditions favorisant la desserte des plateformes aéroportuaires par les compagnies. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, entend à travers cette rencontre d'Abidjan renforcer les capacités de sauvetage et de lutte contre l'incendie dans les 18 pays membres tenant compte des nouvelles menaces. Les nouvelles menaces existantes sont surtout donc les cyberattaques, les attaques biologiques de toute nature. Et en cela, donc, il faut changer le dispositif de lutte, de riposte. Les échanges d'expériences permettront aux services de secours de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan de préserver les acquis. En termes d'équipement, l'aéroport d'Abidjan est aux standards internationaux en ce qui concerne donc le sauvetage et la lutte contre l'incendie. La preuve, nous sommes en mesure d'assurer un niveau, celui que nous appelons niveau de protection 9, qui permet aujourd'hui d'accueillir l'Airbus A380. J'engage donc l'ASECNA, fournisseur de services de la navigation aérienne pour la Côte d'Ivoire, à prendre toute sa part dans la réalisation de cette vision des plus hautes autorités ivoiriennes. Faire de l'aéroport d'Abidjan un pôle aéronautique incontournable. Cette deuxième édition de la semaine sur le sauvetage et la lutte contre l'incendie des aéroports sera sanctionnée par une simulation à partir des installations de l'aéroport d'Abidjan. Le secteur du transport renforce les capacités de ses acteurs. 79 d'entre eux ont donc bénéficié récemment d'une formation. Il s'agit de les sortir de l'informel. On en parle avec Jean-Louis Bango. Aimé Seribi est patron d'une société spécialisée dans le transport d'hydrocarbures. Dans son entreprise localisée dans la commune de Trècheville, il gère une soixantaine d'employés, dont une dizaine d'agents d'encadrement et 43 chauffeurs. Sur cet effectif, 40 chauffeurs et 3 encadreurs ont déjà bénéficié de la formation initiée par l'État ivoirien à l'endroit des acteurs du transport. Une formation initiée dans le cadre de la loi d'orientation du transport intérieur, LOTI, adoptée depuis 2014 et qui vise à professionnaliser et moderniser le secteur. J'ai eu la formation en 2016. Après la formation, nous avons pu organiser nos systèmes d'exploitation. Nous avons pu mettre en place aussi un système d'amélioration des rentabilités de nos chiffres d'affaires. Nous avons aussi pu mettre en place un système de recrutement. Cette formation qui a eu lieu a porté essentiellement sur la conduite défensive. On va leur apprendre les bonnes pratiques. En étant dans votre véhicule, comment vous comporter sur la route pour vous-même, pour les autres, et comment vous adapter au trafic, quel que soit l'état de la route et quelles que soient les conditions dans lesquelles vous roulez en temps de pluie ou en temps sec. Depuis que nous avons fait cette formation avec nos chauffeurs, notamment en ce qui concerne le volet des accidents et des incidents, le nombre a baissé de 80%. 79 acteurs du transport récemment formés ont reçu leur attestation de capacité professionnelle. Très satisfait, prêt pour une bonne gestion, une gestion efficace, une gestion professionnelle. Pour le directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport, cette formation vient pallier l'anarchie qui règne dans ce secteur fortement informel. Nous constatons avec beaucoup de regrets qu'il y a encore beaucoup de choses à rattraper parce que le désordre est en train de prendre le pas sur la saine organisation. Et les résultats attendus seront bien entendu un secteur du transport organisé pour le bonheur de nos populations. Le transport, c'est 7% du produit intérieur brut. Pour accroître cette contribution, le ministre des Transports a invité tous les acteurs à suivre cette formation qui sera bientôt indispensable à l'exercice de toute activité dans le domaine. Le relèvement du niveau professionnel des transporteurs et des conducteurs constitue un acte majeur dans la recherche de la performance et de la gouvernance au titre du transport routier. Je vous prie de comprendre
qu'il s'agira désormais pour les gestionnaires d'entreprises de transport et pour les conducteurs routiers de suivre des formations obligatoires préalables à l'entrée en activité. En 2019, l'État ambitionne former 5 000 acteurs du transport, dont 1 500 gestionnaires et 3 500 conducteurs. La formation est cofinancée par l'État et la Banque mondiale à travers le projet de modernisation du secteur des transports, PAMO7. Il comprend plusieurs domaines d'intervention pour un coût global d'environ 26 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans la lutte contre les déchets électriques, électroniques et les pneus usagés. Ce département a lancé récemment un projet de gestion. Alors quels sont les points clés de ce programme? Les explications de Franck Wadio. Les objets électriques ou électroniques pourront avoir une seconde vie après usage, notamment les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones portables, les appareils photonumériques, bientôt recyclables et réutilisables. Cette volonté du gouvernement s'est matérialisée par le lancement du projet de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques D3E et de pneus usagés, un projet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. La première étape consistera à identifier ces déchets, à les répertorier et puis à les contrôler en les collectant et en les parquant dans des endroits préparés à cette fin pour que, à la suite, à partir de l'installation des centres de traitement, le gouvernement ivoirien puisse faire traiter et recycler ces déchets-là. Dans sa phase pratique, le projet sera financé par un système d'écotaxe. C'est une taxe qui ne sera pas de trop. C'est une taxe qui est déjà inclue dans le prix de l'appareil, déjà à la fabrication. Donc ce que nous demandons, c'est simplement récupérer cette écotaxe qui est greffée sur le prix. Voilà. Parce que beaucoup de gens font des amalgames, pensant que bon, c'est une taxe de trop, alors que il n'en est rien. Le projet sera exécuté par deux groupements. La Belgique aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Depuis 2017, les autorités belges ont lancé l'initiative de soutien aux contributions déterminées au niveau national. Quelles sont donc les phases et étapes de ce projet? Le point avec Grace Kando. Les 188 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat se sont engagés à diminuer leur niveau de pollution. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire. Elle s'engage à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour accompagner les pays en développement dans cette vision, le Royaume de Belgique a lancé l'initiative de soutien aux contributions déterminées au niveau national. Une dizaine de pays sont concernés par la phase pilote de ce projet, dont la Côte d'Ivoire. L'appui apporté à travers cette initiative de soutien aux contributions déterminées au niveau national a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'enclencher un certain nombre de projets dans le cadre de l'agriculture, de la foresterie et la réduction des gaz à effet de serre. Donc ce sont des initiatives qui sont très importantes. Le but étant de permettre à ces pays de constituer un inventaire des gaz à effet de serre et de développer au départ de cela une méthodologie pour lancer diverses politiques dans le but, évidemment, de suivre le mouvement mondial de lutte contre le réchauffement climatique. La mise en œuvre des contributions déterminées au niveau de chaque pays nécessite des moyens financiers. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'une première enveloppe de 85 000 € et cette enveloppe a été surélevée un petit peu. Donc aujourd'hui, nous avons bénéficié au total de 113 000 € de la part du gouvernement belge parce qu'il y a eu une étude technique qui a été faite par des consultants internationaux et des consultants nationaux. Et à la suite, il y a eu l'atelier de renforcement des capacités qui a nécessité un peu plus de moyens que nous avions prévus au départ. Du coup, aujourd'hui, nous avons la plus grosse enveloppe de l'initiative belge au niveau international. Un appui qui devrait aider la Côte d'Ivoire à se doter d'un cadre politique et institutionnel. 60 juges, 2 magistrats et 3 greffiers pour étoffer le personnel du tribunal militaire d'Abidjan. Et cela pour la rentrée judiciaire 2018-2019. Ils ont prêté serment récemment à l'état-major général des armées. Les moments forts de cette cérémonie avec Abou Sanogo.
Je le jure. En jurant devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de leurs fonctions. 60 juges, 2 magistrats et 3 greffiers militaires font leur entrée au tribunal militaire d'Abidjan. Ces officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers des forces armées et fonctionnaires de la police nationale sont désignés pour une année civile à composer les chambres de jugement et de contrôle des instructions du tribunal militaire d'Abidjan. Investis du pouvoir de juger leurs semblables, ces nouveaux juges, magistrats et greffiers ont prêté serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, lors d'une audience solennelle présidée par le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. Ils doivent se comporter en tout comme des dignes et loyaux magistrats. Et vous avez vu la formule qui leur fait obligation de n'avoir ni haine ni affection, mais de juger en toute conscience en regardant seulement les charges qui leur sont présentées et de juger dans leur intime conviction. Les nouveaux juges, magistrats et greffiers s'engagent à exercer leur métier avec honnêteté, loyauté et discipline. Nous aurons, avec les collègues et moi, une lourde tâche. La lourde tâche de juger les faits et actes commis par nos collègues militaires, gendarmes et policiers. Et donc, nous nous emploierons à dire la justice de façon équitable, avec impartialité. Nous allons juger en notre âme et conscience et nous allons faire en sorte que les militaires se conduisent le mieux possible en disant la justice. Cette rentrée solennelle sera suivie d'une série de procès qui s'étendra sur toute l'année judiciaire, sans interruption de décembre 2018 à octobre 2019. Un tout autre sujet à présent, paillettes et lumière, c'est le thème du défilé de mode organisé récemment par la styliste ivoiro-libanaise Wafa Sarkis. Plus de 150 créations ont été présentées. Cet événement va également permettre de collecter des fonds pour aider les enfants vulnérables de la commune de Trashville. Frédéric Oulaye et Patricia Omouetia. Paillettes et lumière, un cocktail riche en sons et en couleurs, la mode africaine, en particulier ivoirienne, est à l'honneur. Ce défilé de mode dans ce décor féerique vient célébrer la mode africaine. Plus de 150 tenues pour promouvoir la collection Paillettes et Lumière. Pour la promotrice, la mode est l'expression des idées. On a une ligne des habits qui brillent, scintillent pour la fin d'année. Et plus, on a Africa Chic, c'est les tenues de la vie quotidienne pour aller au boulot qui sont très chic, très jolies, faciles à porter. L'objectif de cet événement, c'est pour donner un coup de main, regarder les autres qui ont besoin d'aide avec Madame Amitungara pour les enfants de sud de Trashville. Qui sont malades avec le cancer. Donc on a fait un don pour eux. Amitungara, marraine de la cérémonie, définit la mode ivoirienne comme une référence. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons tout. Nous n'avons pas besoin de la Côte d'Ivoire pour nous habiller. Et je pense que c'est très important pour nous, la Côte d'Ivoire et surtout pour toute l'Afrique occidentale. Très belle collection. C'est de féliciter Madame Wafa parce qu'elle est très créative. Et elle a beaucoup de talent. Cette cérémonie de défilé de mode a enregistré la présence des acteurs du secteur de la mode ivoirienne et internationale. Direction Korogo, dans la région nord du pays. Cette localité accueille la 6e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes. Il s'agit de promouvoir les richesses culturelles du peuple sénoufo. Cérémonie en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Les temps forts avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Doter toutes les grandes régions du pays d'un festival véritable condensé de richesses culturelles propres au terroir reste l'ambition ferme du gouvernement.
À Korogo, dans le nord du pays, le Fassa, le festival des arts sacrés des savanes, continue son petit bonhomme de chemin. Il est à sa 6e édition. Un art, le balafon, cette année est passé au peigne fin. Le djegele, balafon en sénoufo, est au cœur des pratiques sociales, rituelles et des événements festifs. Cela a été expliqué aux étudiants au cours d'un colloque. Le balafon est la pratique culturelle majeure du peuple sénoufo. Je vais dire que le balafon est une pratique et expression culturelle que l'ensemble des communautés sénoufo pratiquent. Vous ne trouverez aucune autre pratique et expression culturelle qui a autant d'audience. Le balafon intervient dans tous les aspects de la vie socio-culturelle sénoufo. Depuis le travail des champs, donc le balafon champêtre, jusqu'aux célébrations sociales, les mariages, les baptêmes, etc., en passant par les funérailles. La 6e édition du Fassa, entre colloques et visites, a offert également une exposition d'œuvres d'art sénoufo. À la cérémonie de clôture, il y avait de quoi réjouir le ministre de la Culture. Au moment où nous allons clore ce festival, il me plaît d'exprimer à toute la population, à tous nos sœurs et frères ici présents, de leur dire ma satisfaction, mes remerciements et souhaiter que l'année prochaine, nous nous retrouvons pour une édition encore plus grande, puisque nous serons à la 7e édition et nous pensons que nous serons à une édition de bilan. La 6e édition du Fassa s'est achevée avec la prestation de nombreux groupes, dont le Boloy, le Waranyele. 15 films africains, dont un ivoirien en compétition officielle pour le Festival du cinéma africain de Kouribar au Maroc. Cette 21e édition se tient du 15 au 22 décembre prochain. Les précisions de Issaïo. Levé des rideaux sur la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga, localité située à 120 km de Casablanca, la capitale économique marocaine. Pendant 7 jours, le 7e art africain est célébré à travers des projections de films, des colloques et des conférences débats. Ce festival, créé depuis 1977, a considérablement œuvré pour la promotion du cinéma sur le continent, selon l'initiateur. Le Festival de Kouribga a énormément contribué, au moins sur un chapitre particulier, c'est qu'à Kouribga, nous avons toujours eu de très grands débats de fond sur le cinéma. On a théorisé le cinéma, on a proposé, on a anticipé, on a dessiné l'avenir et on s'est rendu compte que tous nos amis qui ont fréquenté le festival, tous les cinéastes qui sont venus ici, ont développé eux-mêmes, chacun de son côté, ses idées et on en fait parfois des films. Un des moments forts de ce festival, l'hommage à Maïmouna Ndiaye, actrice burkinabé. Une distinction qui récompense ses prix de meilleure interprétation féminine dans les films La chasse aux papillons et L'œil du cyclone. C'est une fierté après tant d'années d'exercice en tant qu'actrice au théâtre, au cinéma. J'ai aussi été danseuse et tous les prix que j'ai eus depuis le FESPACO 2015, en passant par les écrans noirs, en passant par la première interprétation à Kouribga ici même, au Festival de Carthage au Burundi et aussi les Sotigui d'or au Burkina Faso. Je pense qu'après toutes ces années, ça fait vraiment plaisir, ça donne du baume au cœur et surtout que ça donne envie de continuer à se battre pour les générations à venir. Cette 21e édition du festival est marquée par la présence de nombreux comédiens, cinéastes, intellectuels et critiques de cinéma. C'est très important de savoir qu'à des grands rendez-vous de cinéma et surtout même du cinéma de critique, qu'il faut être présent. C'est vrai qu'on fait du cinéma commercial, on fait tout ce qu'il faut, mais il faut aussi faire des cinémas d'auteur, des cinémas de critique. Donc quand on se retrouve avec de ces personnes averties, il n'y a rien de plus extraordinaire. Ce n'est pas ma première fois, ça fait ma 2e fois. La première fois, j'avais un film en compétition. Et c'est toujours un plaisir. Kouribga, c'est un festival de rencontres, c'est un festival d'échanges et on apprend beaucoup. Notre cinéma a encore dans le cinéma monde une place particulière. Et la diversité des gens qui viennent ici, des réalisateurs, des critiques, le choix des membres du jury, l'accueil, la préparation, l'organisation, tout ça fait que Kouribga reste une date pour nous en Afrique. Ou en Tunisie, nous avons les Journées cinématographiques de Carthage, que c'est un festival arabo-africain. Mais pour Kouribga, c'est purement, profondément africain.
Et donc je suis très très contente d'être là, de collaborer, de participer, de rencontrer des gens. Au total, 15 films sont en compétition, dont un de la Côte d'Ivoire, Nangama, du réalisateur Arantes de Bonali. Enfin, en image des festivités en Chine, le pays célèbre le 40e anniversaire de sa conversion à l'économie de marché. Merci de nous avoir suivis.